Il y a eu plusieurs décisions marquantes par la Cour suprême américaine et ça touche directement le président. Georges Mercier est analyste politique bien sûr, politique internationale. Salut, Georges. Salut, Alex. Bon, on va prendre le temps de décortiquer ça. D'abord, la Réserve fédérale. Dans le cas de Trump, il avait dans sa mire, lui, Jerome Powell. Il l'avait surnommé Too Late Powell parce que Powell ne voulait pas plier, lui, sur les taux d'intérêt. Trump voulait les baisser. Powell, il bougeait pas. Lui, il aurait bien aimé pouvoir s'en débarrasser. Là, le tribunal a statué là, pour la suite des choses là, dans l'avenir. Il ne pourra pas faire ça. Ouais, essentiellement, ce que la Cour suprême hier a fait, c'est réaffirmer l'indépendance de la Réserve fédérale. Bon, pourquoi est-ce qu'on veut une Réserve fédérale indépendante? Parce que c'est elle qui détermine les taux d'intérêt, puis son indépendance stabilise les marchés obligataires, notamment. Donc, c'est parce qu'on a une Réserve fédérale indépendante aux États-Unis qu'on fait confiance à l'économie américaine, qu'on achète des obligations du Trésor, des choses comme ça. Évidemment, pour tous les présidents, l'indépendance de la Fed, c'est un problème parce que ça nous empêche de donner des victoires faciles à notre électorat, comme par exemple baisser à notre guise les taux d'intérêt. La Cour suprême a dit c'est une agence qui a une longue histoire d'indépendance. Le président ne peut en renvoyer un gouverneur, donc un des membres qui la gouverne, que s'il y a un motif valable. Donc, on consacre l'indépendance de la Réserve fédérale. Hier, Trump tente de s'en sortir en nous disant que ce n'est qu'une décision procédurale, mon pouvoir n'est pas entamé, on s'y prendra autrement pour la contraindre. Mais néanmoins, de ce côté-là, la Cour suprême a suivi un peu sa ligne phare qui est de suivre l'orthodoxie économique. C'est-à-dire, on a des institutions qui sont nécessaires à l'économie américaine, on va continuer de les protéger. C'est un peu ce qu'elle avait fait lorsqu'elle avait décidé contre Trump dans la saga des tarifs. Vous l'avez dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce n'est pas prévu dans le texte. Donc, première décision, défaite pour Trump. Mais il y en a une deuxième. Et là, on peut parler d'une victoire majeure. Sur les agences indépendantes. Lui, il va pouvoir à peu près faire ce qu'il veut. Oui, c'est exactement ça. Puis ce qui est vraiment intéressant ici, Trump hier poste sur Truth Social, plusieurs présidents requéraient cette décision-là. C'est une victoire majeure pour lui. Et là, en l'occurrence, il y a un peu raison. Pourquoi? Parce qu'en 1935, vous avez un précédent d'une autre Cour suprême qui s'appelle Humphreys Executive. Et qu'est-ce que ce précédent-là disait? Essentiellement, il y a certaines institutions dans l'écosystème politique américain qui ne sont pas exécutives, qui ne sont pas législatives, qui sont entre les deux et qui doivent être isolées du président, qui peuvent être isolées du président, donc il ne pourrait pas renvoyer ses membres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1935, contre qui on s'opposait? Franklin Delano Roosevelt, qui est aussi un président qui avait des grandes ambitions pour les États-Unis. Et là, on voit un peu le mouvement inverse. Parce que depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est à quoi on assiste? C'est un affaiblissement de l'État administratif américain. L'État administratif, c'est quoi? C'est un État qui a des agences indépendantes qui peuvent établir certains règlements en dehors de la volonté du président. Là, ce que la Cour suprême vient de faire, c'est donner à Trump le pouvoir sur ces agences-là, les ramener un peu dans le giron de l'exécutif, de la Maison-Blanche. Donc, on vient limiter la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Et ça, c'est important parce que parmi ces agences-là, vous avez notamment l'agence qui régule les échanges ou le commerce, qui s'attaque aux monopolies, qui règle certains enjeux environnementaux, les relations de travail. Donc, une panoplie d'enjeux qui se répercutent dans toute la société au sujet desquels le président pourrait vouloir agir. Et là, on vient de lui donner ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que oui, le président nommait les commissaires, mais il ne pouvait pas les renvoyer à sa guise. Désormais, il peut les nommer et les renvoyer. Et on comprend pourquoi ça lui donne beaucoup, beaucoup plus de pouvoir. Et la Cour s'est pas limitée à ça. Rendait aussi une décision en ce qui concerne le vote par correspondance. On sait à quel point ça avait été un sujet sensible pour le président. Oui, effectivement. En fait, ce que la Cour a permis, c'est une loi du Mississippi qui permettait de comptabiliser des bulletins de vote arrivés après la date de l'élection. On a dit qu'essentiellement, s'il était posté avant la date de l'élection, on pouvait les comptabiliser. Ça met Trump en furie parce qu'il est persuadé, peut-être un peu raison dans les marges, que ces votes-là, par correspondance, sont principalement réalisés par des démocrates. Et là, il y a une question intéressante aux États-Unis en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'enjeux de débat sur les règles électorales. Et du côté démocrate, on ne veut pas plier, on ne veut pas changer les règles. Même du côté des sénateurs républicains, on ne veut pas mettre en œuvre la fameuse loi de Donald Trump qui demanderait des pièces d'identité avec photo pour voter et une preuve de citoyenneté. La question que ça pose, c'est tout de même, ce que Trump demande ici, c'est des règles qui semblent assez consensuelles, c'est-à-dire de pouvoir voter avec une pièce d'identité et de prouver qu'on est citoyen pour bel et bien voter, mais on est bloqué. Moi, je me demande si éventuellement, des deux côtés de l'échiquier politique, on ne devrait pas lui donner cette victoire-là, accepter de passer sa loi pour tempérer ses motifs de crainte envers les élections. Parce qu'en ce moment, on s'en va vers un climat où les républicains, surtout Donald Trump, sont persuadés que les élections ne sont pas justes, ce qui met en cause l'intégrité des élections, et où les démocrates sont persuadés qu'elle est juste. Il y a peut-être un moment où il faudrait trouver une solution. En fait, les élections sont pas justes quand il est père.
Ils gagnent tout le temps. Hein. C'est ça. Au Moyen-Orient, Georges, on n'est pas à un rebondissement près. Là. À chaque jour, on a finalement une situation qui nous fait soit avancer ou soit reculer de 2 pas en ce qui concerne les négociations. Là, l'émissaire américain, Steve Witkoff, en principe, est en route pour le Qatar. Je dis en principe. Parce que on n'est pas à un trou de près de faire finalement demi-tour dans le ciel, doit reprendre les discussions avec Téhéran au cours de la semaine. Est-ce que tu y crois? Ben, on ne le sait pas, en fait, parce que les Américains nous promettent qu'il va y avoir une réunion en personne. Les Iraniens nous disent que ça ne se produira pas. Peut-être que ce qui va se produire, c'est qu'ils vont tous les deux être au Qatar, mais ils vont se parler par personne interposée, comme ça s'est fait. On va faire une rencontre. Donc, ils ne seraient pas dans la même salle. Oui. Ce qui est intéressant ici, c'est 2 éléments. D'abord, qu'ils s'y rendent. Donc, il y a quand même un espoir du côté américain qu'on puisse négocier, qu'on continue ce cessez-le-feu-là depuis la fin de semaine. Mais l'autre élément intéressant, c'est qu'on recommence à envoyer Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui sont un peu ces 2 émissaires diplomatiques par excellence, mais qui ne sont pas des hommes qui sont très compétents sur le dossier iranien, alors que c'est un dossier où on a besoin de beaucoup de compétences parce que les Iraniens, eux, sont très bons pour négocier les détails et les petites clauses à la fin du contrat. Donc, si les Américains envoient des gens qui ne sont pas compétents tout à fait au fait des éléments d'un dossier et que ces gens-là ont à négocier avec des Iraniens qui, eux, connaissent très bien les détails, ils sont désavantagés, les Américains sont désavantagés, puis ce qu'on risque de voir, c'est souvent ce qui se produit, eux vont repartir, Witkoff et Kushner, en pensant avoir obtenu quelque chose. Les Iraniens ne leur auront rien donné pour de vrai, puis on va recommencer à ne pas s'entendre, ce qui mène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Aux États-Unis, on a l'impression plus que jamais que, tu sais, sur le spectre politique, gauche-droite, tu sais, on étire l'élastique beaucoup, là. Puis vers la gauche, c'est le maire de New York, le maire socialiste de New York, Zoran Mamdani, qui, dans les derniers jours, a concrétisé une de ses promesses phares, une de ses promesses électorales. C'était le gel des loyers. On sait, ça coûte une fortune, là, avoir un appartement à New York. Ça, est-ce que, dans ton esprit, c'est un cas isolé? Ou on pourrait voir ça ailleurs, voire même chez nous? C'est certainement inspirant pour beaucoup d'observateurs de gauche un peu partout en Occident, parce que Zoran Mamdani, de plus en plus, apparaît comme une figure de proue de la gauche qui donne de l'espoir. D'abord, il a gagné. C'est déjà pas mal pour la gauche de gagner. Et il est parvenu à mettre en place certaines mesures, dont ce gel de loyer qu'il avait promis aux électeurs. Moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'on soit pour ou contre les gels de loyer. Bon, les propriétaires nous disent on ne pourra plus entretenir nos bâtiments parce qu'on ne pourra plus suivre l'inflation, etc., etc. Ce qui est un fait. Oui, mais c'est que dans des contextes comme à New York, où il y a une vraie crise du logement, ça coûte une fortune se loger, et c'est pas vrai que tous les New-Yorkais sont des multimillionnaires qataris ou émiratis, le fait demeure qu'il y a une demande pour des solutions. Et parce que les partis plus centristes ne parviennent pas à répondre à cette demande de solutions-là, graduellement, des solutions plus radicales, comme celle de Mamdani, deviennent séduisantes. Puis regarde ce que Québec solidaire nous a proposé hier. Il y a 10 ans, je ne suis pas certain qu'on aurait même parlé. On aurait trouvé ça trop farfelu. Mais puisque la crise du logement continue, puisque les jeunes ont de moins en moins d'espoir d'acheter une propriété, etc., des mesures comme ça, qui sont radicales, parce que c'est radical ce que propose QS, la taxe de 100% sur les gains en capital, bien, elle commence à séduire. Donc moi, ce que je vois là-dedans, aussi bien du côté de Mamdani que de QS, c'est dire aux responsables politiques plus responsables, plus technocrates, écoutez, là, il y a urgence en la demeure, agissez maintenant. Parce que si vous n'agissez pas, les électeurs vont à terme se tourner vers des mesures dont on sait qu'elles ne fonctionneront peut-être pas, mais qui peuvent paraître séduisantes. Ou qui vont fonctionner à court terme. Ouais. Mais après ça, on va regarder ça avec un peu de recul, puis on va se dire, ça a peut-être fait plus de mauvais que de bien quand, par exemple, le parc immobilier va tomber en ruine. Tu comprends? Ah oui, mais c'est un immense risque. Mais il ne faut pas oublier que les électeurs ne votent pas, par exemple, pour des résultats concrets dans le futur. Ils votent pour une promesse aujourd'hui. Ces promesses-là, il faut comprendre pourquoi elles sont séduisantes. Merci, Georges. À bientôt.